On va parler avec notre invité du Bénin, où Patrice Talon, on le sait depuis quelques jours, est au cœur est sur la sellette. Est-ce que Patrice Talon a de la rigueur ou plutôt de la rancœur? C'est la question qu'on va poser. Et puis on ira en Tunisie avec cette demande d'extradition du beau-frère de Ben Ali arrêté en France, le Cameroun, et la procédure contre Maurice Kamto est ubuesque, déclare un de ses avocats. On en parle tout de suite avec Maître Eric Emmanuel Sosa. Bonsoir Maître. Bonsoir, c'est Ménieri. Le Bénin, vous suivez l'actualité béninoise de très près. Depuis quelques jours, on le sait, l'opposition ne peut pas participer officiellement aux législatives du 28 avril prochain. L'opposition n'a pas réussi à réunir les pièces nécessaires pour cela. Est-ce qu'aujourd'hui, Patrice Talon, après son arrivée au pouvoir en 2016, qui s'est posé en homme réformateur, est-ce qu'il fait véritablement de la réforme ou du forcing? Écoutez, tout dépend de la façon dont on veut lire le fait politique. Patrice Talon, incontestablement, fait de la réforme. Et je pense que les mesures qui, aujourd'hui, sont en cause et qui ont conduit à la modification du code électoral étaient connues de l'opposition avant. Et donc, si on a décidé que, désormais, le code électoral pose de nouvelles conditions pour l'éligibilité, à un moment donné, il faut savoir respecter la loi électorale. Si on n'a pas pu s'y conformer, je crois qu'à un moment donné, faire de la politique, c'est d'abord aussi affaire de responsabilité. Pourquoi on n'a pas pu s'y conformer? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que s'il faut à chaque fois modifier la loi électorale pour complaire à tel ou tel, à ses opposants, ou pour faire plaisir aux partis qui forment la coalition de la majorité, on n'évolue pas non plus. Et tout ça ne permet pas l'enracinement de la démocratie. Je ne pense pas qu'au moment où Patrice Talon impulsait ces réformes, quand on dit Patrice Talon, à chaque fois, on a l'impression que c'est une centralité, une verticalité du pouvoir qui fait que toute décision émane exclusivement du pouvoir présidentiel. Non, pas toujours. Pas toujours. Il arrive que les réformes soient débattues à l'Assemblée nationale et la majorité parlementaire adopte selon les conditions prévues par la loi du pays les textes qui emportent les réformes. Donc, les réformes institutionnelles. Ici, on a décidé de faire une réforme. On a décidé que les partis politiques, pour pouvoir être candidats, doivent remplir un certain nombre de conditions. On avait parlé des conditions même financières, donc que tout le monde a fini par accepter, puisqu'on a pu réunir les montants quand même. Mais il y a d'autres conditions qui n'ont pas pu être remplies. Et on dit, Patrice Talon fait du forcing. Non. Si vous êtes sûr que vous n'allez pas pouvoir remplir ces conditions à jamais, vous faites tout pour que la loi électorale ne soit pas votée dans les conditions prévues ou souhaitées par la majorité parlementaire. C'est tout. Mais là, ce que dit, par exemple, l'opposition, c'est que dans les conditions qui sont aujourd'hui requises, il y a ce fameux certificat de conformité qui n'existe ni dans le code électoral, ni dans la charte des partis politiques. Bon, alors, quand on va déposer son dossier pour être candidat et qu'on ne remplit pas toutes les conditions, qu'est-ce qui se passe? On est irrecevable. Ou alors, à ce moment-là, on dit non. Les conditions qui sont posées sont illégales et personne ne se présente. Mais quand on dépose son dossier de candidature, il doit être conforme à toutes les réquisitions, tous les prérequis, tout au moins. Toutes les réquisitions de la loi, j'allais dire, mais tous les prérequis du test du code électoral, c'est tout. Donc, je veux dire, on est à chaque fois en train de pinailler, on fait de la politique politicienne à tout bout de champ. Et à tout craint, on veut critiquer ce qui n'est pas nécessairement critiquable. Si aujourd'hui ça ne plaît pas... Attendez, quand même. Si vous voulez passer un examen et que vous connaissez les conditions pour être candidat à l'examen et que vous savez que vous ne les remplissez pas, vous ne pouvez même pas être appelé à vous présenter. Alors, voilà des gens qui sont tout à fait responsables, rompus aux arcanes de la politique, et parfois sont des politiciens bien madrés qui viennent vous dire non, on ne comprend pas, alors que ils ont déposé quand même un dossier qui est incomplet. Dans ce cas où vous ne déposez pas de dossier parce que les mesures qui sont exigées
sont, selon vous, illégales, et vous les attaquez pour leur illégalité, et là, il y a des instances pour ça. La Cour constitutionnelle qui a compétence pour apprécier de ce genre de litige. Mais quand vous saisissez la Cour constitutionnelle, c'est que probablement vous savez que vous avez des moyens de constitutionnalité à faire valoir, et que ces moyens-là sont évalués à l'aune des textes. Oui, mais ce qui se passe au Bénin quand même, c'est que il y a eu 2 formations politiques au moins qui ont saisi la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité en ce qui concerne cette loi. La Cour les a déboutés au motif que la loi ne viole pas la Constitution. Mais le fait est là, c'est que l'opposition dit ce document n'existe pas dans le code électoral, il n'existe pas dans la charte des partis politiques. On est un peu en train de les soumettre à un document inventé de toutes pièces. Bon, alors, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Pourquoi est-ce que ce sésame serait absolument inatteignable, inaccessible à certains partis d'opposition? C'est de ça qu'il faut qu'on parle, quand même. Pourquoi certains partis arrivent à en justifier à la voix et pas d'autres? Parce que actuellement, il n'y a que les 2 blocs pro-talon qui, curieusement, ont pu l'avoir, alors que ces 2 blocs ont été constitués il y a à peine quelques semaines. Et les vieux partis, tous les partis politiques ne l'ont pas eu, ce document. Oui, alors, ils ne l'ont pas eu pour quelle raison? Parce qu'ils disent que c'est carrément impossible à avoir, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui le délivre, et le ministère refuse de délivrer ce certificat. Bon, alors, dans ce cas, nous sommes dans un cas d'abus de pouvoir absolu, et on n'est plus dans le droit. On est dans de la politique politicienne de la plus basse espèce, parce que on crée des conditions dont on sait pertinemment qu'elles ne pourront jamais être remplies par certains, ou alors on est juge et parti, et on décide, enfin, selon ses avantages, si la règle du jeu est respectée ou pas. Non, là-dessus, c'est totalement indéfendable. Parce que la curiosité, c'est que quand la Cour constitutionnelle déboute ces partis et qu'on sait qui est le président de la Cour constitutionnelle, on est aussi en droit de s'interroger. Suivez mon regard. Écoutez, c'est toujours dommage qu'en Afrique, la politique conduise à ce genre de commentaires et qu'on atterrisse sur le terrain dur de la méchanceté, finalement, en matière politique. Parce que ce n'est pas très honnête, et c'est pas le fair play politique tel que je le conçois. On va évoquer maintenant la Tunisie, le second sujet. Tunis a souligné mardi sa volonté de juger Belhacem Trabelsi au lendemain de l'annonce de l'incarcération en France de cette figure du régime tunisien déchu, beau-frère de l'ex-président Zine El Abidine Ben Ali. La Tunisie veut vraiment qu'il soit jugé ici pour pouvoir répondre des infractions commises en Tunisie, a déclaré Nabil Nakache, directeur général des affaires pénales au ministère tunisien de la Justice, symbole de l'affairisme de l'entourage de l'ancien directeur. Monsieur Trabelsi a été condamné par contumace à de lourdes peines, notamment pour trafic de devises, de métaux précieux et d'alcool, ou encore détention de pièces archéologiques. Voilà finalement la chute de quelqu'un qui tentait désespérément de fuir la justice. La justice de son pays. Oui. Et la justice aussi, la justice internationale aussi, parce que il a usé de beaucoup de ruses. Il est fugitif d'abord du Canada, puis maintenant en France, il est rattrapé par des affaires qui ont pu être instruites et amenées à son arrestation en France. Il est de fait que la Tunisie aussi le réclame, parce qu'il y a près d'une quarantaine de mandats d'amener, mandats d'arrêt qui sont lancés contre lui pour plusieurs procédures en cours en Tunisie. La cavale à un moment donné a une fin, parce que il ne peut pas éternellement être fugitif. C'est un cacique, un dignitaire du pouvoir Roni de Ben Ali qui tombe, et je pense que c'est le triomphe de la justice. On ne peut que s'en féliciter. Oui. Mais ça pose quand même des questions, parce qu'aujourd'hui, arrêté en France, il a vécu plusieurs années
au Canada, vous l'avez dit. Est-ce qu'il faut forcément attendre cet homme? On connaît sa réputation, même du temps fort du régime Ben Ali. En ce moment, pourquoi ces pays où il faisait des affaires n'ont pas pu mettre la main sur lui? Il a fallu attendre qu'il chute d'abord. Écoutez, on est toujours, lorsqu'on est protégé, on va dire, tributaire de la mansuétude ou la complaisance de régimes amis. Et ça, ici, c'est un peu ce qui se passe. C'est que pendant qu'ils étaient tout-puissants, ils avaient des amis tout-puissants qui les protégeaient. Maintenant, ils ne le sont plus. Il est devenu vulnérable et du coup, il est à la portée de la nasse de la justice. C'est tout. C'est tout à fait humain. Il y a en cela rien de très étonnant. Hein. Ça s'est produit à d'autres endroits. Ça s'est produit beaucoup de fois. Ça se produit encore. Ça se produira encore. Alors, mais vous savez, quand vous avez dit ça, ça me fait sourire un tout petit peu parce que regardez aux États-Unis. Bon, actuellement, il y a des gens qui normalement devraient être en train de répondre devant la justice américaine, mais parce qu'ils sont protégés par des immunités variables, légales ou paralégales, personne ne peut les toucher jusqu'au jour où ils ne sont plus intouchables. Voilà. Alors maintenant, Tunis est en train quand même de transmettre une demande d'extradition. Est-ce qu'il ne va pas se poser l'éternelle question des conditions de son jugement? Est-ce qu'il aura une justice équitable et tout? C'est quand même des arguments sur lesquels les avocats de ces hommes d'affaires savent bien jouer. Ici, ça, c'est la loi, c'est le droit. C'est le droit de toute personne qui est mise en cause et éventuellement inculpée. C'est son droit le plus absolu et il faut évaluer là où le système judiciaire lui sera plus favorable, où les garanties qui appartiennent à la personne dans sa position sont les mieux protégées. Bon, si c'est en France, qu'il soit jugé en France. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'éléments pour considérer que la justice tunisienne lui serait plus défavorable parce qu'elle est juridiquement moins équipée pour que ses droits soient respectés, ses droits à lui soient respectés. Pendant qu'ils étaient au pouvoir et qu'ils bafouaient les droits de beaucoup de Tunisiens et que 42% du produit intérieur brut était complètement contrôlé par lui et sa sœur et les gens qui leur sont fidèles, personne ne trouvait à redire. Aujourd'hui, personne parlait des droits de ceux qui sont à chaque fois bafoués par leur pouvoir hégémonique. Dans le domaine des affaires en Tunisie à l'époque, si les Trabelsi n'étaient pas de votre côté, vous ne réussissiez rien du tout. Et quand vous réussissiez quelque chose, vous leur devez des rentes. Voilà, c'était comme ça que ça fonctionnait. Bon, c'était une sorte de plutocratie qu'ils contrôlaient eux. Alors bon, il y a eu beaucoup de victimes aussi. Il faut y penser à ces victimes-là. Bon, que ces droits soient respectés, moi j'y souscris totalement et je les défendrai s'ils étaient mis à mal par quelque système que ce soit. Mais pour l'instant, on est obligé de considérer que ce genre de comportement, l'hubris du pouvoir, des gens qui en abusent, il est répréhensible partout. Et pour l'instant, ma sympathie va davantage aux victimes de son système qu'à lui-même. Mais est-ce que la Tunisie elle-même, de son côté, n'a pas autre chose à faire aujourd'hui que la traque des ex-dignitaires du régime Ben Ali? Mais cela fait partie de ce que la Tunisie a à faire aujourd'hui. Parce qu'il faut liquider le passif. Il faut absolument que le passif de Ben Ali soit liquidé. Et les Trabelsi font partie de ce passif de Ben Ali. Donc, non, vous savez, la catharsis nationale, elle se fait avec beaucoup de choses. Et ça en fait partie, ça fait partie des ingrédients. Que les gens qui, à un moment donné, ont abusé de leur pouvoir et mis d'autres à mal soient jugés, ça me paraît tout à fait normal. Et ça me paraît de toute première urgence. Mais la France n'a jamais extradé des dignitaires du régime Ben Ali. Peut-être qu'elle ne va pas commencer, mais non. Écoutez, moi, ce que j'attends de la justice, c'est qu'elle soit dite dans le respect le plus rigoureux des textes. Si
pour des raisons purement légales, juridiques, la France ne veut pas extrader ou ne peut pas extrader M. Trabelsi, eh bien, je suis prêt à accepter cette interprétation, cette application de la loi française. Mais si c'est pour des combinations politiciennes qu'on ne veut pas que M. Trabelsi soit jugé en Tunisie, je serai parmi ceux qui le regrettent et malheureusement ma condamnation, elle n'aura aucun effet. Troisième sujet, c'est le Cameroun. La procédure contre Maurice Kamto est ubuesque selon son avocat. Nous voulons apaiser une situation qui est ubuesque et qui peut se régler avec un peu de bonne volonté, a déclaré donc l'un des ténors du barreau français, maître Éric Dupond-Moretti, aux côtés du collectif d'avocats constitué pour défendre Maurice Kamto et les personnes arrêtées avec lui fin janvier. Le principal opposant au chef de l'État camerounais, Paul Biya, a arrivé en seconde position, officiellement en seconde position de la présidentielle de l'année dernière, dont il revendique toujours la victoire, a été arrêté avec environ 150 manifestants à la suite d'une marche pacifique le 26 janvier dernier. Maître Sosa, les propos de votre collègue Éric Dupond-Moretti, de votre confrère, est-ce que c'est pas un peu comme ça que raisonnent la plupart des avocats? Dans ce cas précis, on est obligé de lui donner raison. Mon estimé confrère a bien des raisons de critiquer la procédure qui est conduite contre Maurice Kamto. Je dirais, pour appuyer ce qu'il dit, que nous sommes là en face d'un chef-d'œuvre du procès kafkaïen. Parce que, bon, écoutez, l'activisme politique, c'est d'abord s'exprimer et de mettre en avant ses opinions. Oui. Bon, Maurice Kamto, pour des raisons qui lui sont propres, mais que tout le monde comprend, considère que les élections qui ont eu lieu ne se sont pas déroulées dans des bonnes conditions et que légitimement, il pense qu'il aurait dû être intronisé président de la République du Cameroun. Oui. Bon, maintenant, on vient lui imputer des faits qui se sont produits en dehors du Cameroun, qui ont été commis par des auteurs inconnus, mais dont on dit qu'ils ont agi en suivant des mots d'ordre de Maurice Kamto, alors que Maurice Kamto n'a jamais suscité quelque violence que ce soit, de quelque nature que ce soit, et on vient dire que il aurait commis le crime d'hostilité à la nation, contre la patrie, insurrection, hostilité contre la patrie. Écoutez, oui, c'est un procès kafkaïen. Bon, on a là toutes les caricatures possibles, du procès stalinien au procès kafkaïen. Et quand mon confrère Dupond-Moretti dit que c'est ubuesque, je suis obligé de lui donner raison. Parce que c'est vraiment ubuesque, oui. Mais si on prend par exemple les avocats de l'État camerounais, ils démontreront par A plus B que c'est un procès justifié. Bien, écoutez, parce qu'ils sont les avocats de l'État camerounais. Bon, dans ce genre de procès, j'inclinerai à me trouver plus près de Maurice Kamto que de ceux qui sont en face de lui. Parce que, bon, il n'y a aucune gloire à défendre un État abusif. Là, il faut clairement le dire, le procès qui est fait à Maurice Kamto est un procès absolument abusif. En tout cas, sur ces charges-là. On peut lui faire d'autres procès, mais sur ces charges-là, c'est totalement abusif. Mais c'est incompréhensible. Le fait est quand même qu'il a appelé à des manifestations. Mais écoutez, que le droit de manifester est un droit constitutionnel au Cameroun aussi, et qu'il soit porté par des opposants ne me paraît pas être frappé d'illégalité structurelle parce que vous êtes opposant. Est-ce que les partisans du pouvoir ne manifestent pas? Ça leur arrive de manifester. Ils font des marches de soutien à Paul Biya. Alors que des opposants partagent les mêmes droits dans un pays qui se veut une démocratie me paraît être la chose la plus souhaitable. Non, c'est ce que je dis. Je suis obligé de... Mais il y a eu quand même des casses, des échauffourées durant ces manifestations. Et il faut forcément trouver un responsable. Et il est commode de les imputer à ses opposants. Puisque c'est eux qui ont
appelés à manifester. Mais bien évidemment. Vous voyez, c'est toujours là la ligne jaune à ne jamais traverser. Parce que c'est simple. Si on dit, voilà, l'expression, enfin, le droit de manifester concourt à l'expression des libertés publiques. Et que quelqu'un demande à ce que cette liberté publique soit exercée de la façon la plus légale possible. Oui. En plus, c'est un droit réglementé. Si les gens manifestent et que, à l'occasion de faits variables, hein, il y a des débordements, alors on devient criminel contre la nation parce qu'on a appelé à manifester. Je crois qu'il y a quand même des échelles de valeur à considérer avant d'arriver à cette extrémité-là. Vous voyez ? Donc maintenant vous appelez à manifester, c'est une atteinte contre l'intégrité de l'État parce que au bout de la manifestation, il y a des gens qui ont lancé des pierres à des gendarmes et que malheureusement un gendarme s'est trouvé à trouver la mort, quoi. Alors c'est une atteinte contre l'intégrité de l'État. Non, il faut savoir raison garder. Je pense que dans ce genre de situation, il faut pas être du côté de ceux qui abusent de leur pouvoir. Non. Le procès fait à Maurice Kamto est absolument un procès politique et il est pas défendable. Il faut arrêter la procédure. C'est souhaitable. Mais maintenant, qui je suis, moi, pour demander à qui d'arrêter quoi? Là est la question. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci d'être passé. On va marquer la pause et on revient après le journal pour Regard Croisé.